La porte de mon dortoir s'ouvrit avec un grincement sinistre, comme un cri étouffé dans la nuit parisienne. Nicolas se tenait là, silhouette massive encadrée par le couloir faiblement éclairé, ses yeux verts brillants d'une urgence que je n'avais jamais vue chez lui. « Timothée » murmura-t-il d'une voix rauque, en franchissant le seuil d'un pas qui fit trembler le plancher, « je ne peux plus me retenir. » J'étais figé sur mon lit étroit, entouré des piles de livres de philosophie qui s'effondraient comme mes illusions. À 22 ans, dans ce petit studio de la Sorbonne, je survivais à la solitude des nuits d'hiver, à l'odeur de café froid et de regrets non dits. Nicolas, mon ami d'enfance devenu mentor, avait toujours été ce phare stable, 35 ans, professeur adjoint à l'université, avec ses chemises impeccables et son sourire qui désarmait les débats les plus âpres. Mais ce soir-là, au cœur de novembre 2025, quand la pluie fouettait les fenêtres de la rue des Écoles, il n'était plus l'homme que je connaissais. Il claqua la porte derrière lui, le verrou claqua comme un point final à ma vie d'avant, et en un geste fluide, il s'agenouilla devant moi, ses mains puissantes saisissant les miennes avec une ferveur qui me coupa le souffle. « Qu'est-ce que tu fais » balbutiai-je, le cœur cognant comme un tambour dans ma poitrine. Ses doigts, chauds et calleux des heures passées à corriger des copies, remontèrent le long de mes avant-bras, effleurant la peau nue sous mon t-shirt usé. Paris, cette ville de lumières éternelles, semblait soudain si étroite, si intime, confinée dans ses quatre murs où l'air se chargeait d'une électricité interdite. Nicolas leva les yeux vers moi, et dans ce regard, je vis non plus le professeur bienveillant, mais un homme dévoré par un feu qu'il avait contenu trop longtemps. « Je t'aime, Timothée » dit-il simplement, et ces mots, tombés comme une sentence, firent basculer le monde. Tout avait commencé innocemment, des années plus tôt, dans les couloirs enfumés du lycée Henri IV. J'étais ce gamin timide, aux joues encore rondes, qui bégayait ses rédactions sur Proust. Nicolas, déjà étudiant en lettres, venait donner des cours de soutien à des élèves en difficulté ou un volontariat qui masquait, je le sais maintenant, son propre besoin de connexion. Il m'avait pris sous son aile, corrigeant mes phrases maladroites avec une patience infinie, riant de mes blagues nulles sur les existentialistes. « Tu as du talent, petit » me disait-il, sa main effleurant mon épaule d'un geste fraternel. À l'époque, je l'idolâtrais comme un grand frère, ignorant la façon dont mon ventre se nouait quand il prononçait mon nom. Les années passèrent, et Paris nous lia comme une toile d'araignée invisible. J'entrai à la Sorbonne, il devint professeur. Nos chemins se croisaient lors de conférences, de dîners improvisés dans des bistrots de la rive gauche. Il me parlait de ses voyages Rome sous la pluie, Berlin enneigé, de ses amours fugaces avec des femmes qu'il décrivait comme des « tempêtes passagères ». Je hochais la tête, ravalant mes propres secrets, ces nuits où je scrollais des profils sur des apps, cherchant un regard qui ressemblerait au sien, ces matins où je me réveillais avec son nom sur les lèvres. J'étais gai, oui, mais dans cette ville de liberté apparente, l'amour restait un mirage pour les cœurs comme le mien trop vulnérables, trop attachés aux fantômes. Ce soir-là, pourtant, le mirage se matérialisa. Nicolas se redressa, son corps imposant dominant l'espace exigu de la chambre. Il m'attira contre lui, et nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant d'abord, puis vorace, comme si des années de non-dit se libéraient en un torrent. Ses mains glissèrent sous mon t-shirt, traçant des lignes de feu sur ma peau, et je m'abandonnai, les doigts enfouis dans ses cheveux poivre et sel. Le dortoir, avec ses murs jaunis et ses posters décollés de monnaie, devint un sanctuaire profane. Nous tombons sur le lit, un enchevêtrement de membres et de souffle, et pour la première fois, je sentis ce que c'était d'être vu, vraiment vu, par quelqu'un qui m'avait attendu sans le savoir. Les heures s'étirèrent en une nuit éternelle. Nicolas murmurait des mots en français ancien, des vers de Rimbaud qu'il récitait contre ma nuque, j'ai embrassé l'aube d'été. Je riais, essoufflé, traçant du bout des doigts les cicatrices invisibles de son passé à un divorce récent, qu'il avait évoqué une fois en passant, comme une note de bas de page. « Tu es mon aube, Timothée » souffla-t-il, et je crus en cet instant que l'amour pouvait être simple, pur, comme les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin par la fenêtre entr'ouverte. Le matin nous trouva enlacés, la pluie cessait laissant place à un ciel laiteux. Nicolas se leva le premier, enfilant sa chemise avec une nonchalance feinte. « Je dois aller préparer mon cours » dit-il, mais ses yeux s'attardaient sur moi, comme s'il craignait que je m'évapore. Il m'embrassa une dernière fois, un baiser chaste cette fois, et promit, ce soir, on dîne ensemble. Chez moi, rue de Rivoli. La porte se referma, et je restai là, le corps encore vibrant de lui, à me demander si ce n'était pas un rêve. Mais l'odeur de son aftershave persistait, musquée et réelle, et Paris, dehors, bruissait d'une promesse nouvelle. Les jours suivants furent un tourbillon.
Nicolas m'invita dans son appartement haussmannien, avec ses bibliothèques croulantes et ses vues sur les toits en zinc. Nous marchions le long de la Seine, main dans la main sous les platanes dénudés, ignorant les regards curieux des passants. Il me racontait ses peurs, la pression de l'académie, le poids d'un coming out tardif qu'il n'avait jamais osé, et je lui confiais mes doutes, la famille conservatrice en province, les nuits solitaires où je me sentais invisible. Avec toi, je respire enfin, me dit-il un soir, lors d'un pique-nique improvisé au jardin des Tuileries, où nous partagions une bouteille de Bordeaux et des rires complices. Pourtant, sous cette idylle, des ombres planaient. Nicolas évitait parfois mes questions sur son ex-femme, changeant de sujet avec une habileté professorale. Et moi, dans le secret de mon cœur, je redoutais que ce bonheur soit trop beau pour durer. Paris, ville des amours éphémères, nous enveloppait de son manteau romantique, mais je sentais, au fond de moi, que le destin tissait déjà sa trame cruelle. Les semaines s'écoulèrent comme un fleuve en crue, emportant avec elles les routines de ma vie d'étudiant. Les cours de littérature devenaient des prétextes pour croiser Nicolas dans les amphis bondés, où un clin d'œil volé valait tous les Baudelaire du monde. Nous nous retrouvions dans des cafés oubliés du Marais, où les miroirs anciens reflétaient nos visages enluminés par le vin et le désir. « Tu me rends vivant, Timothée », me confia-t-il un après-midi, alors que nous errions dans les allées du Louvre, nos épaules se frôlant devant la Joconde impassible. Je rougissais, le cœur gonflé, imaginant un avenir où nous serions plus qu'un secret bien gardé. Mais l'amour, en France comme ailleurs, n'est jamais exempt de tempêtes. La première fissure apparut lors d'une soirée à l'Opéra Garnier, où Nicolas m'avait invité incognito. Vêtu d'un smoking trop grand emprunté à un ami, je me sentais comme un imposteur parmi les élégants parisiens. La musique de Puccini et la bohème, ironie du sort nous enveloppait, et pendant l'entracte, blotti dans une loge obscure, ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser fiévreux. « Reste avec moi ce soir », murmura-t-il, ses doigts entrelacés aux miens. J'acceptai, ivre de lui, ignorant le regard fuyant qu'il jetait vers la foule en bas. De retour chez lui, l'alcool aidant, nous nous abandonnâmes à une passion plus profonde, explorant les contours de nos corps comme des cartographes affamés. Nicolas, d'ordinaire si réservé, se révéla tendre et vorace, ses mains traçant des poèmes sur ma peau. « Tu es à moi », grogna-t-il dans l'obscurité, et je crus en cette possession mutuelle, en ce lien qui défiait les âges et les conventions. Allongé contre son torse, écoutant les battements réguliers de son cœur, je me sentis pour la première fois ancré, comme si Paris elle-même nous protégeait de ses bras de pierre. Le lendemain, cependant, la réalité reprit ses droits. Un appel sur son téléphone, qu'il prit dans la cuisine pendant que je somnolais, me tira de ma torpeur. Des voix étouffées, un ton pressant, « Oui, Claire, je sais, mais c'est compliqué. » Et le silence qui suivit, lourd comme un linceul. Claire ? Son ex-femme, celle qu'il avait divorcée 6 mois plus tôt ? Je me redressai, l'estomac noué, et quand il revint, feignant l'insouciance, je ne pus m'empêcher de demander « Qui c'était ?» Il hésita, son visage se fermant comme une porte claquée. Une amie, rien de grave. Mais ses yeux trahissaient le mensonge, et pour la première fois, une ombre de doute s'insinua en moi. Était-ce cela, l'amour ? Un équilibre précaire sur le fil du rasoir ? Je chassai l'idée, me raccrochant à ses excuses murmurées, à ses baisers réparateurs. Nous étions trop profondément engagés pour que cela s'effrite si vite. Bientôt, notre routine s'installa, dîner aux chandelles dans son appartement, où il cuisinait des coques au vin parfait, promenade nocturne sous les arches du Pont-Neuf, où nous nous embrassions au milieu des touristes ébahis. Nicolas m'ouvrait son monde des lectures privées dans des salons littéraires, des escapades en train vers la Normandie, où nous marchions sur des plages désertes, main dans la main, le vent salé emportant nos peurs. Je n'ai jamais ressenti ça, avoua-t-il un soir, assis sur les dunes, le soleil couchant peignant son profil en or. Avec toi, je suis enfin moi-même. Pourtant, les signes s'accumulaient comme des nuages avant l'orage. Des messages non lus sur son téléphone, qu'il rangeait précipitamment, des absences inexpliquées lors de réunions facultaires, et cette photo, glissée dans un tiroir de son bureau, d'une Claire radieuse à ses côtés, datée d'à peine 1 an. C'est du passé, me jura-t-il quand je la découvris par hasard, mais sa voix tremblait, et je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Étais-je le rebound, le caprice d'un homme en crise? Ou pire, une erreur qu'il regretterait? La tension culmina lors d'une fête d'étudiants au quartier latin, où j'avais insisté pour l'emmener, curieux de le voir hors de son élément. Parmi la foule de jeunes assoiffés de bière et de liberté, Nicolas semblait mal à l'aise, son rire forcé contrastant avec ma joie juvénile. Nous dansions,
collés l'un à l'autre, quand un collègue à lui, un historien aux lunettes rondes, s'approcha. Nicolas. Et Claire? Elle n'est pas venue? Le temps s'arrêta. Nicolas blêmit, balbutiant une excuse, et je m'éloignai, le cœur en lambeaux, pour vomir dans une ruelle obscure. Il me rattrapa sous la pluie battante, me plaquant contre un mur moussu. Écoute-moi, Timothée. Claire et moi. On essaie de se réconcilier. Mais toi, tu es tout pour moi. Les mots me transpercèrent comme des éclats de verre. Réconcilier? Pendant qu'il m'embrassait, qu'il me promettait l'éternité? La trahison, aigre comme le vin tourné, remonta en moi, et je le repoussai, les larmes se mêlant à l'eau du ciel. Tu m'as menti, Nicolas. Depuis le début. Il s'effondra à genoux, implorant, mais je m'enfuis, courant à travers les rues luisantes vers mon dortoir, où l'odeur de son aftershave hantait encore les draps. Cette nuit-là, seul dans l'obscurité, je pleurais non pas sur la perte, mais sur l'illusion d'un amour que j'avais cru pur. Paris, avec ses lumières indifférentes, continuait de briller, mais pour moi, elle n'était plus qu'un décor cruel. Les jours qui suivirent furent un purgatoire. J'évitais les couloirs de la Sorbonne où Nicolas risquait de surgir, ses yeux implorants comme des appels au secours. Mes notes chutaient, mes amis ces ombres bienveillantes du campus me pressaient de questions, mais je me murais dans un silence de pierre. Comment expliquer que l'homme qui m'avait appris à aimer m'avait brisé? Les nuits, je revivais nos moments, son rire résonnant dans les métros bondés, ses doigts entrelacés aux miens lors d'une exposition à l'orangerie, où les nénuphans de monnaie semblaient flotter comme nos rêves inachevés. Nicolas, lui, ne renonçait pas. Des fleurs anonymes déposées à ma porte, des roses thé, mes préférés, des lettres glissées sous la porte, écrites d'une plume élégante, pardonne-moi, mon amour. Je suis perdu sans toi. Je les lisais, le cœur serré, et les brûlais dans l'évier, les flammes dansant comme des démons moqueurs. Une fois, il m'attendit sous ma fenêtre, silhouette solitaire sous la lune, criant mon nom jusqu'à ce que les voisins protestent. Timothée. Laisse-moi t'expliquer. Sa voix, brisée, perça ma carapace, et je descendis, enveloppé dans un manteau trop grand. Nous marchâmes sans but le long de la rue Mouffetard, les étals fermés exhalant encore l'odeur de fromage et d'épices. Claire. Elle est enceinte, avoua-t-il enfin, les mots tombant comme des pierres dans un étang calme. Enceinte. De lui, d'un soir d'ivresse post-divorce, un accident qu'il avait caché par honte. Je ne l'aime plus, Timothée. C'est toi que je veux. Mais l'enfant. Je ne peux pas l'abandonner. Ses yeux, rougis par les larmes, imploraient une absolution que je ne pouvais accorder. Étais-je censé partager l'homme que j'aimais avec un fantôme du passé? Paris, avec ses fontaines murmurantes et ses couples enlacés, se moquait de ma détresse. Je le quittai là, au pied de la colline de Montparnasse, et rentrai me terrer dans mon dortoir, où les murs semblaient se refermer comme un étau. Les jours se muèrent en semaines, et la douleur, aiguisée par l'absence, devint une compagne familière. Je me plongeai dans mes études, disséquant les tragédies de Racine comme si elles pouvaient guérir la mienne. Phèdre, avec son amour maudit, résonnait en moi, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Nicolas était mon Hippolyte, inaccessible et destructeur. Pourtant, le destin, ce farceur parisien, nous remit face à face lors d'une conférence sur l'amour courtois à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il présidait, voix assurée disséquant les troubadours, mais ses yeux cherchaient les miens dans la salle comble. À la fin, il m'aborda dans le hall, entouré d'étudiants admiratifs. « Parle-moi, s'il te plaît. » Sa main effleura la mienne, un geste fugace qui raviva les braises. Contre toute raison, je le suivis dans un café adjacent, où le thé fumant ne parvenait pas à dissiper le froid entre nous. Là, il se confia pleinement, pour la première fois. Son mariage avec Claire avait été une façade, un compromis pour plaire à une famille bourgeoise qui rêvait de lignées impeccables. J'ai toujours su que j'étais gai, Timothée. Mais la peur. Elle m'a paralysé. Il parla de son enfance à Lyon, d'un oncle bienveillant qu'il avait initié aux garçons en cachette, d'une adolescence étouffée par les non-dits. Et moi, écoutant, je vis l'homme derrière le mentor, vulnérable, humain, brisé par ses propres chaînes. L'enfant change tout, admit-il, la voix tremblante. Mais pas nous. Si tu veux bien m'attendre. Attendre. Le mot résonna comme une sentence. Pouvais-je? Dans cette ville de passion fugace, où l'amour se consumait comme une cigarette au bord de la Seine?
Je rentrais seul ce soir-là, mais pour la première fois, la colère s'estompa, laissant place à une tendresse amère. Nicolas m'avait trahi, oui, mais il m'avait aussi aimé, profondément, follement. Et dans le silence de mon dortoir, je compris que l'amour n'était pas une ligne droite, mais un labyrinthe de remords et de rédemption. Bientôt, la vie reprit son cours erratique. Claire accoucha d'un garçon, un petit être aux yeux verts comme ceux de Nicolas, et les tabloïds universitaires bruissèrent de rumeurs. Ils m'envoyaient des photos discrètes, le bébé endormi, un doudou à la main, avec des messages, il a ton sourire. Je répondais par monosyllabes, mais mon cœur, traître, s'ouvrait peu à peu. Nous nous vîmes sporadiquement, un café volé, une balade chaste dans le bois de Boulogne, où les feuilles d'automne craquaient sous nos pas, je divorce pour de bon, promit-il un jour, sous un ciel d'ardoise. Pour nous. Je voulus y croire. Oh, comme je le voulais. Mais la confiance, une fois brisée, laisse des éclats qui blessent à chaque mouvement. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de velours gris, étouffant les couleurs sous une couche de givre. Noël approchait, avec ses guirlandes clignotantes sur les Champs-Élysées et ses marchés aux odeurs de vin chaud et de marrons grillés. Pour moi, la fête n'était qu'un rappel cruel de l'absence, ma famille en Bourgogne m'attendait, mais je préférais la solitude du dortoir à leurs questions inquisitrices. Nicolas, lui, jonglait entre paternité naissante et obligations académiques, ses messages se raréfiant comme les jours de soleil. Un soir, alors que la neige rare saupoudrait les toits, il frappa à ma porte sans prévenir. « Joyeux Noël, mon amour », dit-il, brandissant un paquet enveloppé de papier craft. À l'intérieur, un recueil de Verlaine, annoté de sa main, des cœurs dessinés dans les marges, des promesses chuchotées entre les lignes. Nous nous embrassâmes, un baiser de retrouvailles, doux amer comme le champagne qu'il déboucha. Claire est partie chez ses parents avec le petit, expliqua-t-il, ses bras m'enlaçant comme un bouclier. Ce soir, c'est nous. Seulement nous. La nuit fut un feu de joie illicite. Nous dansâmes sur des vinyles rayés du Piaf, du Brel, nos corps se mouvant en une valse intime dans l'espace exigu. Puis, sur le lit, nous nous aimâmes avec une urgence nouvelle, comme si chaque caresse effaçait les mois de séparation. Je t'aime, halta-t-il contre mon oreille, et je le crus, suspendu dans cet instant où le monde s'effaçait. Au matin, blottis sous les couvertures, nous parlâmes d'avenir, un appartement partagé près du canal Saint-Martin, des voyages en Italie, une vie où l'amour triompherait des ombres. Mais le répit fut bref. Mi-janvier, une lettre arriva, pas la sienne, mais celle de Claire, glissée dans mon casier par un coursier anonyme. Il te ment encore, Timothée. Demande-lui pour l'avocat. Mon sang se glaça. L'avocat? Je confrontai Nicolas lors d'un déjeuner au Procope, ce café historique où Voltaire avait jadis trinqué à la liberté. Qu'est-ce que c'est que ça, demandai-je, la missive tremblant dans ma main. Il pâlit, ses couverts tombant avec un tintement sinistre. C'est une formalité. Pour le divorce. Mensonge. J'avais fouillé son téléphone la veille, poussé par un instinct primal, des messages ambigus, des rendez-vous, professionnels, avec un certain maître Duval. Pire, une photo, Nicolas et Claire, enlacés lors d'un Noël familial, daté de décembre. La trahison, cette fois, n'était pas un accident, mais un choix délibéré. Tu joues avec moi, hurlai-je, les larmes coulant librement au milieu du restaurant indifférent. L'enfant, le divorce, tout n'était que comédie. Il tenta de nier, puis d'expliquer, la pression de la famille, la peur de la solitude paternelle, l'amour pour moi qu'il ne pouvait sacrifier. Mais les mots sonnaient creux, comme un écho dans une cathédrale vide. Je partis en trombe, courant à travers les jardins du Luxembourg, où les statues de reines mortes semblaient me juger. De retour au dortoir, je bloquai son numéro, effaçai les photos, brûlai le Verlaine dans un accès de rage. Paris, maudite Paris, riait de ma naïveté avec ses fontaines gelées. Les semaines suivantes furent un effondrement lent. Mes amis m'entourèrent, un cercle bienveillant de camarades queer, qui m'emmenèrent dans des bars du Marais où la musique pulsait comme un cœur réparateur. Je flirtais, même, avec un garçon au dreadlock et au sourire espiègle, mais chaque baiser me ramenait à Nicolas, à sa saveur unique. La nouvelle vint comme un coup de poignard, il avait abandonné le divorce, choisi Claire et l'enfant pour le bien de tout. Un collègue me le glissa lors d'un séminaire, et je m'effondrai en larmes dans les toilettes, le corps secoué de sanglots muets. Pourtant, au fond de cet abysse, une lueur persistait. L'amour, même trahi, m'avait transformé. J'écrivis des poèmes rageurs,
des essais sur la résilience queer dans la littérature française, et mes professeurs remarquèrent le feu nouveau en moi. Un soir de printemps précoce, alors que les cerisiers du parc Montsouris fleurissaient en explosion rose, je croisai Nicolas par hasard. Il poussait une poussette, Claire à ses côtés, radieuse et possessive. Nos regards se croisèrent, et dans le sien, je lus le regret infini, la perte irréparable. « Timothée » murmura-t-il, mais je passai mon chemin, la tête haute, le cœur en miettes mais battant encore. L'été 2026 arriva comme une délivrance, baignant Paris d'une lumière dorée qui effaçait les cicatrices de l'hiver. J'avais survécu au semestre, décrochant une mention honorable et un stage à la Revue des Deux Mondes, où mes textes sur l'amour non réciproque touchaient les éditeurs. La ville, avec ses terrasses animées et ses festivals de rue, m'accueillait comme une amante indulgente. Mes amis, ces piliers indéfectibles, m'avaient porté, des nuits de confidences arrosées de pastis, des escapades à Deauville où l'océan lavait les âmes. Nicolas, lui, s'effaça progressivement des rumeurs. On murmurait qu'il avait pris un congé sabbatique, emmenant sa famille en Provence pour « reconstruire ». Je ne cherchais plus ses traces sur les réseaux, ne relisais plus ses lettres jaunies. L'amour, appris-je, n'était pas une possession, mais un don qu'on offrait, quitte à ce qu'il soit rendu en lambeaux. Et dans ces lambeaux, j'avais tricoté une force nouvelle, la capacité d'aimer sans chaîne, de rêver sans peur. Un soir de juin, lors d'une lecture poétique au Shakespeare & Company, je récitais un texte inspiré de Nous, l'ombre d'un baiser, ma voix ferme malgré le tremblement intérieur. La salle, bondée d'expatriés et de Parisiens curieux, applaudit, et parmi les ombres, je crus voir son visage, Nicolas, seul au fond, les yeux brillants. Il s'approcha après, hésitant, une rose à la main empâtée cette fois, mais sauvage, cueillie quelque part en banlieue. « Tu étais magnifique », dit-il simplement, sa voix un murmure rauque. Claire l'avait quitté, avoua-t-il, incapable de supporter ses absences d'âme. L'enfant grandissait chez une nounou, et lui, déraciné, errait comme un fantôme dans la ville qu'il avait vu naître. « Je t'ai perdu par ma lâcheté, Timothée. Mais je ne regrette pas de t'avoir aimé. » Ces mots, dépouillés de toute défense, me touchèrent au vif. Pas de promesses folles, pas de serments éternels, juste une vérité nue, humaine. Je ne le repris pas. Pas cette nuit-là, ni les suivantes. Mais je lui pardonnai, dans le secret de mon cœur, car le pardon n'est pas oubli, mais libération. Nous échangeâmes nos numéros, avec la promesse d'un café un jour, sans attente. Et quand il partit, silhouette se fondant dans la nuit du quartier latin, je sentis non la douleur, mais une paix profonde, comme le premier rayon sur la Seine au lever du jour. Aujourd'hui, 1 an plus tard, Paris pulse toujours de ses amours contrariés et de ses rédemptions tardives. J'ai rencontré quelqu'un, un artiste aux yeux bleus, qui peint des nus dans un atelier de Belleville, mais Nicolas reste une cicatrice tendre, un chapitre qui m'a appris la vulnérabilité. L'amour gay, en France ou ailleurs, n'est pas un conte de fées, mais une odyssée de cœurs brisés et recollés, où la trahison forge la compassion, et la perte, la gratitude. Et parfois, au crépuscule sur les berges de la Seine, assis sur ce banc du pont des Arts, je ferme les yeux et revois son visage. Pas avec regret, mais avec une tendresse infinie. Car ce qu'il a fait ce soir-là dans mon dortoir n'a pas seulement changé tout, il m'a changé, moi, en homme capable d'aimer sans fin. Et cela, Paris en soit témoin, vaut toutes les trahisons du monde.